Bonjour, bienvenue au niveau de cette deuxième vidéo, au niveau de cette série de vidéos concernant les systèmes répartis. Au niveau de la première vidéo, j'ai présenté l'horloge de l'importe, le principe de l'algorithme, les intérêts de l'implémentation de l'algorithme afin d'avoir un ordre total que cette version de l'horloge de l'importe ne permet pas euh, d'avoir un ordre total, tout simplement parce qu'on a toujours cette, euh, cet ordre partiel par l'existence des événements concurrents ou bien parallèles. Euh, une valeur ajoutée de l'horloge de l'importe, c'est la détermination de ces événements concurrents. Par exemple, l'autre fois, nous avons dit que E12 et E22 sont concurrents parce qu'ils ont la même valeur d'horloge, de date, en d'autres termes, mais malheureusement, cette règle n'est pas appliquée pour certains cas où on a des événements qui n'ont pas la même valeur d'horloge ou bien la valeur de date, mais qui sont vraiment concurrents. Par exemple, ici, E14 et E25, ils sont concurrents. Je ne peux pas dire que E14 s'est passé avant E25 ou l'inverse. Du coup, on peut pas, l'horloge de l'importe ne permet pas de déterminer les événements qui sont concurrents, qui ont des dates différentes. Cette propriété, elle est résolue par l'horloge vectorielle, qui s'appelle aussi l'horloge de Mater. Je vais basculer maintenant vers le bord de l'horloge vectorielle afin de présenter euh, l'algorithme. Nous avons ici notre système. Il est composé, comme d'habitude, de trois sites. Site 1, site 2, site 3, avec l'ensemble des événements locaux et les événements de communication, d'émission et de réception. Le principe de l'algorithme est simple. L'horloge vectorielle, elle est basée non pas sur une seule valeur, mais sur un vecteur. Le vecteur est composé de quoi? Il est composé d'un nombre d'éléments égal un nombre d'éléments égal au nombre de sites existants au niveau du système distribué. Pourquoi? Parce que chaque valeur représente le nombre d'événements connus par chaque site sur les autres sites, ou bien sur soi-même. L'algorithme est présenté au niveau de ce slide de cours. L'objectif, bien sûr, c'est de déterminer un ordre total, qu'on va voir ensuite qu'on ne peut pas le déterminer à travers l'horloge vectorielle. Initialement, chaque vecteur initialisé, tous les éléments de ce tableau ou bien de ce vecteur sont initialisés à 0. Chaque site, bien sûr, auparavant, il maintient un vecteur VI de taille égale à n. N, c'est le nombre euh, de sites au niveau de notre système réparti. À chaque événement local, sur chaque site, on va incrémenter la valeur V de I à l'indice. Par exemple, si je suis au site numéro 1, je vais incrémenter le V1 de 1 par 1. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, si j'ai un événement d'émission, je vais incrémenter, comme d'habitude, mon V de I par 1 et je vais envoyer avec le message ce qu'on appelle l'estampille, c'est-à-dire le vecteur existant. Je vais l'envoyer afin de l'utiliser ensuite au niveau d'une comparaison à la réception de message. Lorsque le processus SJ ou bien le site SJ reçoit le message, alors pour son cas, c'est-à-dire pour sa valeur de vecteur, par exemple, si j'envoie de S1 à S2, alors le V2 de 2 sera incrémenté par 1 et je vais comparer ensuite pour chaque valeur de vecteur, qui sont bien sûr où I est différent de J, je vais prendre la valeur max entre l'estampille et la valeur actuelle au niveau de vecteur de réception. Si vous n'avez pas compris, on va passer à l'application de l'algorithme. Préalablement, chaque vecteur
on a un vecteur ici, nous avons h de 1 égale notre vecteur ici 0, 0, 3 0, tout simplement parce que nous avons 3 sites. De même pour le H2. Et aussi H3 avec une valeur toujours égale à 0 pour chaque élément de vecteur. Excuse. Alors, initialement, tous les horloges qui représentent un tableau sont initialisées à 0. Ça, c'est notre vecteur. Nos vecteurs, H1, H2, H3. Commençons tout d'abord par E11. Premier événement, c'est un événement local. Alors, pour cet événement, l'algorithme est simple. 0, l'élément ici, premier élément, ça représente le nombre d'événements qui sont passés au niveau du site numéro 1. Ce deuxième élément de vecteur, ça représente les événements qui sont passés et reconnus par ce site S1 au niveau de S2, du site numéro 2. C'est-à-dire la dernière information sur le nombre d'événements qui sont passés sur S2 pour S1, c'est-à-dire sa vision de S2 sur le nombre d'événements qui sont passés au niveau de S2. De même ici, la dernière valeur, ça représente le nombre d'événements connus par S1 sur S3, c'est-à-dire par exemple, je connais que j'ai ici 0 événements qui sont passés sur S3, 0 événements qui sont passés sur S2, 0 événements qui sont passés sur S1. Alors, avec cette logique, on va gérer les choses. Maintenant, nous avons notre vecteur, il va s'incrémenter par 1 ici, mais on va garder les mêmes valeurs pour les autres sites. On n'a pas une information sur le nombre d'événements qui sont passés sur les autres sites, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une communication maintenant entre S1 et les autres sites. Ok. Maintenant, nous avons un événement d'émission aussi. On va incrémenter notre horloge. On aura 2 ici, toujours 0 et 0 ici. C'est bon? Alors, la situation actuelle est bonne. Alors, nous avons ces deux informations. Maintenant, je vais passer aux événements locaux ici, ensuite à l'événement d'émission ici, pour garder bien sûr l'ordre d'émission et de réception entre les différents sites. Maintenant, E de 1, nous avons pour E de 1, le site numéro 2 n'a pas communiqué avec le site numéro 1, alors pour lui, le nombre d'événements maintenant existants, c'est 0 sur le site 1. Pour lui, il va, puisque E de 1 c'est un événement local, il va s'incrémenter. Pour S3, l'information sur S3 ce sera 0. Passons maintenant à E3.1. E3.1, la dernière information, sur le site numéro 1, 0. Il n'y a pas une communication. Du coup, nous aurons 0 ici. Et il connaît aussi que 0 événements sont passés sur S2. Mais pour lui, il y a un événement qui se passe maintenant d'émission, alors il va marquer 1. Maintenant, on va s'intéresser à cet événement de réception avant celui-ci. Bien sûr, c'est normal parce que la réception ici, il se déroule après la réception ici. C'est logique. Alors, lorsque E22 se passe, S3 il va envoyer tout ce vecteur vers le site numéro 2 avec une information intéressante que un événement s'est passé au niveau du site numéro 3. Et de l'autre part, S2, il a une information qui dit que
il y a un événement qui s'est passé pour S2. S2, automatiquement, il va incrémenter son vecteur. Alors, on va garder une petite valeur ici. On va garder une petite valeur vide, ensuite incrémenter le 2, ensuite garder une petite valeur aussi vide, et on va retourner maintenant pour compléter les valeurs. Une information qui parvient de site numéro 3, le site numéro 3 dit qu'il y a 0 événement au niveau de S1. Cette information, elle est aussi égale à la même information qui existe au niveau du site numéro 2. 0 dans les deux côtés. Alors c'est 0 alors. On va garder 0. Vous voyez la logique qu'on gère avec elle, l'algorithme. De l'autre côté, le site numéro 2 dit qu'il a 0 événement sur le site numéro 3. Par contre, le site numéro 3, il dit qu'il y a un événement qui s'est passé au niveau de son site. Alors, on va prendre le max. Comment j'interprète maintenant la situation? Au niveau du site numéro 2, il connaît qu'il n'y a pas un événement qui s'est passé. Pour lui, il y a 2 événements qui sont passés au niveau de son site. Il a une information qu'un événement s'est passé au niveau du site numéro 1, du site numéro 3, je m'excuse. Passons maintenant à l'événement de réception E23. E23, c'est un événement de réception qui provient du site numéro 1. Alors, avec la même logique, on va ouvrir la parenthèse, on va garder un espace ici, ensuite incrémenter maintenant localement la valeur locale, c'est-à-dire nous avons maintenant 3 événements qui sont passés au niveau du site numéro 3, et on va garder les autres valeurs jusqu'à ce qu'on peut déterminer le max. L'information passée par E12 ici, l'estampille, contient tout ce vecteur. Dans ce vecteur, nous avons une information très pertinente. Il nous dit qu'il y a 2 événements qui sont passés ici, et pour S2, il a une information que 0 événement. Alors on va prendre le max, puisque ça provient d'un site qui a une information plus récente que notre information. Alors on va prendre le 2. De même, ici, nous avons une information 0 sur le site numéro 3. On n'a pas une information, puisqu'il n'y a pas eu une communication entre le site S3 et le site S1. Du coup, la seule information qu'il y a 0 événement ici. Et de l'autre côté, nous avons 1. Là, on va prendre le 1. Très bien. Voici la situation actuelle maintenant. S2 connaît qu'il y a 2 événements qui sont passés au niveau de S1, 3 événements qui sont passés au niveau de son site, et c'est logique, un événement qui s'est passé au niveau du site numéro 3. Passons maintenant à E32, qui est un événement local. Pour lui, il n'a pas une nouvelle information sur les autres sites, c'est seulement que lui s'est déclenché, alors on va incrémenter notre vecteur. Alors nous aurons 0, 0 et 2. Maintenant, nous avons l'événement E13 ici. On peut passer ici, puisqu'ils sont des événements locaux, alors directement, ça sera 3, 0, 0. Et vous voyez que ensuite, qu'on ne peut pas avoir un un ordre total, dû à ce manque de communication entre les sites. Aussi, 4, 0, 0. Très bien. Passons maintenant à l'événement E24. Passons à l'événement E24. Alors, c'est un événement d'émission. Tout simplement, on va garder les mêmes valeurs et incrémenter seulement la deuxième valeur. Alors, on aura 2, 4, 1. Très bien. Ensuite, nous avons, après, la réception de cet événement.
L'information existante maintenant, l'estampille qui va être envoyée, elle va contenir ou bien, je m'excuse, ce vecteur. De l'autre côté, voici la situation de vecteur existante au niveau, le H3 existant au niveau du site numéro 3. Au niveau de la réception, toujours, on va s'intéresser à l'incrémentation de l'élément de vecteur associé au site courant. Alors, on va garder les autres valeurs vides et on va tout simplement incrémenter et on va retourner ici, on va essayer de retourner ici afin de comparer les valeurs entre le vecteur existant de l'estampille et le vecteur existant, c'est-à-dire la valeur V2,3 de 1 et V2,3 de 2. Nous avons une information qui parvient qui dit qu'on a deux événements qui sont passés au niveau du site numéro 1. Par contre, le site numéro 3, il a une information que 0 événements sont passés. On va prendre le max, puisque le site numéro 2 a une information plus récente sur le nombre d'événements qui sont passés au niveau du site numéro 1. De même, nous avons 4 événements qui sont passés au niveau du site numéro 2. S2, il dit qu'il y a 0 événement. On va prendre le max. Toujours, on cherche une information récente sur le nombre d'événements. C'est ça la logique de l'algorithme de l'horloge vectorielle, de l'horloge de Mater. Passons maintenant au niveau de l'événement d'émission E de 5. Rien ne sera différent, alors nous aurons ici 2, 5, 1. Très bien. Alors, ce vecteur sera envoyé au niveau qu'on appelle estampille de E20 lorsqu'on va envoyer le message dû à l'événement d'émission E25. Nous allons comparer maintenant. Nous avons le 2, le max entre 2 et 2, c'est 2. Le max entre 5 et 4. S2 dit qu'il y a 5 événements qui sont passés pour lui. Pour S3, il ne connaît que 4 événements. Alors on va prendre le max, 5. Et automatiquement, on va incrémenter le compteur ici parce qu'on a 4 événements. S3, il connaît mieux le nombre d'événements qui sont passés au niveau de son site. Là, l'algorithme maintenant, il est terminé. Vous voyez que l'idée de l'algorithme de Mater, de l'horloge vectorielle, c'est avoir une vision plus complète sur la situation de nombre d'événements qui sont passés au niveau des autres sites. Mais est-ce que ça résout le problème des événements concurrents? Non. Comment? Lorsque le principe des horloges vectorielles, pour dire qu'un événement précède un autre, il suffit tout simplement de comparer les vecteurs. Ici, lorsque je dis que E31 précède E22, c'est tout simplement lorsque je compare ici 0 et 0, bon, une égalité. Ici, j'ai 0 et 2, alors, très bien, il y a deux événements qui sont passés ici et 0 est là, alors ce vecteur est maintenant supérieur. Maintenant, on a 1 et 1, à cas d'égalité, alors on est sûr ici que ce vecteur, il est bien supérieur à ce vecteur. Lorsque je parle de supériorité, je parle aussi, en cas d'égalité, il est acceptable. Par contre, ici, lorsque je compare E14 et E25, nous avons ici E14 et E25, ce sont des événements concurrents. Dû à quoi? Si nous revenons bien sûr aux règles de causalité que nous avons appliquées et que nous appliquons, qu'on ne peut pas déterminer est-ce que E14 s'est passé avant E25 ou bien non. Du coup, ils sont concurrents ou bien parallèles. Ici, j'ai 4 supérieur à 2. Très bien, c'est acceptable. 0 ensuite, il est bien inférieur. Alors, on a une supériorité ici, une infériorité là. Alors, je ne peux pas comparer les vecteurs. Du coup, ils sont concurrents. Si nous revenons à l'horloge logique, à l'horloge logique de l'import, ces deux événements, ils ont des dates différentes. Si je ne me trompe pas, celui-là, il a une valeur égale à 4, et celui-là, il a normalement, si je ne me trompe pas, une valeur égale à 5.
Et selon le principe de l'horloge logique, cet événement, il va se dérouler avant cet événement. Mais ce n'est pas correct. Vous voyez que l'horloge vectorielle a permis de déterminer ce problème de concurrence entre les événements. Par contre, l'horloge logique ne permet pas de déterminer ce problème. Les horloges vectorielles, ils ont aussi une utilité qu'on va voir ensuite au niveau d'autres vidéos sur la possibilité de déterminer ce qu'on appelle les coupures cohérentes et valider plutôt les coupures cohérentes, ce n'est pas la détermination des coupures cohérentes, et aussi de vérifier ou bien de détecter ce qu'on appelle les problèmes de délivrance causale. Merci pour vous pour cette vidéo. Au niveau de la vidéo prochaine, nous allons s'intéresser à la notion de coupure cohérente.